Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Canal Algérie en direct avec vous. Bonjour d'Algérie de Béchar ce jeudi le 3 octobre 2024. J'aurai le plaisir de vous accompagner pendant 1h30 jusqu'à 9h30 et j'aurai le plaisir de recevoir plusieurs invités, en l'occurrence le recteur de l'université de Béchar, M. Bzazi Boujema, pour parler justement de la rentrée universitaire 2024-2025. Ensuite, nous allons recevoir M. Sultani Mokhtar, qui est un chercheur et un passionné du patrimoine culturel. Et en troisième position, on aura le plaisir de recevoir aussi M. Merzougui Touhami, qui est un enseignant à l'université, justement pour parler de l'environnement et de la bonne stratégie de gestion des ressources hydriques, notamment de la station de traitement des eaux usées. Donc, avant de commencer, je vous invite à faire cette pause musicale avec la troupe Lema et on reviendra juste après. تشغل بالك الخواتاج راسك ومالك اما الا لا اما يا لا لا اما الا لا اما لا لا
voilà de la bonne musique pour bien commencer votre journée. Si vous venez de vous réveiller, nous vous souhaitons un bon réveil. Si vous prenez votre café, bon café. Et si vous vous apprêtez à quitter la maison, excellente journée et bon courage. Sinon, restez avec nous, le programme est bien riche et varié. J'ai l'honneur de recevoir, comme je l'ai déjà annoncé au début de l'émission, le recteur de l'université de Béchar, le professeur M. Bzazi Boujema. Bienvenue, monsieur. Merci, madame. Donc, comme je l'ai déjà annoncé, nous allons parler de la rentrée universitaire 2024-2025, la particularité de cette année, les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a eu comme préparation pour garantir un bon début d'année universitaire. Merci, madame. Avant de commencer, je tiens à remercier Canal Algérie pour son invitation, afin de donner les dernières nouvelles de l'université de Béchar et sur la rentrée universitaire des étudiants de 2024-2025. Donc, avant de commencer le débat, suite au décès d'un de nos collègues, le Mourad Naoum, le directeur du centre universitaire de Maghnia, je présente mes sincères condoléances à sa famille et ses proches, ainsi qu'au groupe, qu'à notre groupe CRIO, la conférence régionale Ouest, et à leur tête, Ahmed Chalal. Voilà. À notre tour, nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille et à toute l'équipe de l'université. Que Dieu le reçoive dans son vaste paradis. Merci. Donc, je reviens vers vous pour parler justement de la rentrée universitaire à l'université de Béchar, qui a eu au cours de la semaine dernière. Donc, quelle a été la particularité de cette année? Cette année, la particularité de cette année, c'est la rentrée, elle est passée normalement, sans aucun incident, sans aucun problème. Les préparatifs, tous les préparatifs ont été faits pendant l'été, juillet, août. On a travaillé tout l'été. Les cartes d'étudiants de première année ont été établies le mois de fin août et ont été distribuées à tous les étudiants avant la rentrée universitaire. Très bien. Donc, sauf il y a des étudiants qui ne sont pas encore venus. Cette année, nous avons 10 100 étudiants inscrits jusqu'à 7 minutes. Validés, c'est plus de 9 000 étudiants qui ont validé, c'est-à-dire qu'ils ont payé les frais d'inscription. Ces étudiants sont encadrés par 715 enseignants, parmi lesquels nous avons 210 professeurs et pratiquement le même nombre d'enseignants de la magistrale de maître conférence A. Aussi, les nouveaux étudiants, le nombre d'étudiants, nous avons 2200 étudiants inscrits cette année, nouveaux étudiants. Les promotions qui ont eu déjà leur diplôme cette année en 2024, nous avons plus de 1500 licenciés, licences, plus de 1200 masters. Et nous avons aussi 24 docteurs sortis cette année qui vont recevoir leur diplôme bientôt. On voit que le nombre est très important. Voilà. Aussi, nous avons cette année, je remercie beaucoup le Wali de Béchar qui m'a aidé. Comment il m'a aidé? Il m'a donné encore 10 logements. Pour les professeurs et les enseignants? Non, 10 logements pour les médecins, pour les spécialistes. Ah. J'ai ramené 13 spécialistes. Nous avons un maître conférence A, un professeur, et les autres sont des maîtres assistants, c'est des spécialistes, tous des spécialistes. Donc pour la faculté de médecine? La majorité, je les ai logés, et les autres sont à l'hôtel de l'université que j'ai aménagé comment dirais-je, c'est des suites VIP 5 étoiles. Donc j'ai logé tout le monde. Donc pour le moment. Et je demande aussi au Wali pour m'aider encore afin de créer la nouvelle spécialité en médecine. C'est la médecine dentaire, chirurgie dentaire, médecine dentaire l'année prochaine. Donc, voilà.
Eh ben, c'est ce qu'on espère. On va faire un petit passage par des sonores qu'on avait récoltés justement à l'université de Béchar, parmi des professeurs, parmi des étudiants aussi. Donc, on va s'arrêter un petit moment avec ce VTR et on reviendra juste après pour continuer le débat. Nous avons proposé deux nouvelles formations dans le domaine de l'exploitation minière et de la métallurgie. Ces deux formations répondent à la stratégie de l'État pour le développement de la richesse minière dans la région, ici à Tindouf, à Béchar et dans la région sud-ouest. On a aussi ouvert une spécialité master dans le domaine d'urbanisme. La faculté aussi, elle possède un potentiel de 10 laboratoires de recherche. Et il y a un laboratoire de recherche qui s'est classé parmi les laboratoires de recherche d'excellence. Parmi des projets de recherche, la faculté elle englobe un projet de recherche international et des projets de recherche nationale, 5 PNR, et 6 projets sociaux à caractère socio-économique. Il y a vraiment des améliorations. On ne peut pas le dire, c'est-à-dire 96, ça ne ressemble pas à cette année, la rentrée universitaire 2024-2025, où on a connu l'ouverture de 3 spécialités, à savoir le métallurgique, les mines et l'exploitation minière. Ces 3 spécialités qui sont hébergées dans notre département, à savoir le département de génie mécanique, viennent pour répondre à l'ouverture de Rajbilat. On sait que le chemin de fer, c'est un vecteur de développement économique. Et donc, ça va demander beaucoup de cadres, beaucoup de main-d'œuvre, ce qui va permettre à la ville de Béchar, ou bien à la wilaya de Béchar, ou bien dans la région sud-ouest, un grand essor de développement économique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que l'université, c'est-à-dire s'aligne en attendant l'ouverture d'autres filières. Parce que vous savez que l'université de Béchar ne cesse de se développer. Donc on était centre universitaire, on est devenu université en 2009 avec 4 facultés et en 2014 on est passé à 8 facultés. البروجي اللي درناه وكان القصد كبير انها قمنا بصناعه اسانسور سبيسيال لي زون ديكابي ذوي الاحتياجات الخاصه. هذا المشروع لقى رواج كبير لانه هو الاول من نوعه في جامعه طاهر محمد بشار، وما نظنش كاين جامعه اخرى كان عندها هذه الفكره ودارتها. تسمى حنا رحنا شفنا الاحتياجات اللي كانوا كاينين في الجامعه وما قدرتش تلبيهم الجامعه، كوننا كطلبه ما قدرناش نتحملوا نشوفوا هذه المشكله والناس تعاني. ارتئينا ان يكون مشروع التخرج تاعنا ومشروع النادي هو عباره عن مساعد كهربائي سبيسيال لي زون ديكابي، والحمد لله كملنا هذا المساعد. الكلوب ثاني راه يرافق الطلبه تاعنا ويرافقهم في المشاريع تاعهم، مرافقه توجيهيه تعليميه، وايضا يوجه لهم اساتذه في القمه. الحمد لله كاع الاساتذه تاعنا راهم في القمه وراهم واقفين معنا ان شاء الله. ومما في الاحتياجات الماديه وكيفيه توفير المواد الاوليه رانا نوجدوها لهم ان شاء الله. Notre projet, c'est l'élaboration des prothèses des membres inférieurs renforcées par des fibres naturelles, les poils des chameaux. Donc les matériaux اللي خدمنا بهم كان عندنا لان دو شامو اللي هو ماده صحراويه 100%، وثاني خدمنا بالليبوكسي. On a choisi des fibres naturelles au même temps un coût avec un coût réduit. طبقنا ليدين تاعنا في الواقع وخدمنا لي بروتيز تاعنا، وصلنا الفكره اللي كنا باغينها. نسعاو ورانا نساهموا ان شاء الله باش كخطوه اولى اننا نماركوه بروفي. ماذا بينا نحلوا المؤسسه تاعنا خاطرش البروجي تاعنا داخل في الستارت اب، ونخدموا بالمواد نتاعنا والفكره اننا نطبقوها اكثر على ارض الواقع. Laboratoire de recherche de chimie et sciences de l'environnement. Ce laboratoire a été agréé en décembre 2015. C'est un laboratoire qui se compose de 4 équipes. Donc, les 4 équipes travaillent sur différents axes de recherche qui touchent la chimie et bien sûr les sciences de l'environnement, la pollution, le traitement des eaux, ainsi de suite. Le laboratoire de recherche est la locomotive du développement de l'université par ses créativités, ses innovations
Et c'est pour ça que nous avons adopté une stratégie pour bien lancer notre laboratoire, notre nouveau laboratoire. Et cette stratégie repose essentiellement sur la formation des doctorants. Et pour cela, nous avons créé des thèses de doctorat qui traitent les problématiques de la région. Et pour bien sûr renforcer la formation de nos doctorants, nous avons établi un réseau de collaboration avec des universités étrangères. Et voilà, donc ça c'était un VTR qui nous a fait découvrir l'université de Béchar sous un autre angle. Donc nous avons vu le professeur Qadri Boufilja, doyen de la faculté des technologies, qui a parlé justement du nombre de laboratoires liés qui aident à la formation. Nous avons eu aussi le professeur Draoui Belkacem qui est le chef département justement de génie mécanique et en option énergétique justement. On a eu affaire à des étudiants avec des idées créatives qui souhaitent faire justement apporter un plus à la région à partir de matériaux de la région justement. Donc je reviens vers vous, Monsieur Bzazi, pour parler de ces nouveautés, surtout les deux filières dont on a parlé, exclusivement la formation minière et spécialement avec l'ouverture justement de la mine de Rajbilat à Tindouf. Oui, on a décidé d'ouvrir deux filières qui ingénieur en deux filières. Maintenant, ces deux filières sont en deuxième année licence. Mais on va ouvrir des nouvelles spécialités, exploitation minière et production métallurgique. À partir de la première année, on va former des ingénieurs. Des ingénieurs exclusivement en production métallurgique et production minière. On va faire un recrutement national afin d'attirer les étudiants de des quatre coins du pays. Tindouf, Adrar, Naama, Mbayid, vont tous venir chez nous parce qu'avec le développement, qu'avec l'ouverture de la mine Gharaj-Bilat, il va y avoir plusieurs unités de production de fonte et d'acier ici à Béchar, à Naama, à Tindouf. Donc, il faut qu'on prépare les cadres avant de construire les usines. Il n'y a pas de gens qui vont les exploiter. Donc, avant que les usines démarrent, il faut qu'il y aura des cadres qui sont déjà prêts à travailler dans ces entreprises. Ça, c'est pour les nouvelles spécialités. Avec la spécialité Chirdan, qu'on va ouvrir médecine dentaire cette année aussi. Maintenant, je vais parler un petit peu de travaux d'étudiants. Nous avons l'entrepreneuriat, nous avons le CATI, c'est-à-dire le petit car, c'est-à-dire c'est les inventions. Nous avons l'incubateur. Nous avons aussi l'intelligence artificielle et nous avons aussi un bureau de liaison entreprise-université. Donc je vais vous donner une petite conclusion, c'est-à-dire un petit bilan de ce qu'ont fait ces gens-là. Ils ont bien travaillé. Par exemple, les start-up. Nous avons cette année, nous avons 59 start-up. L'année passée, il y avait 80 start-up. Cette année, jusqu'à aujourd'hui, nous avons 59 start-up. Les micro-entreprises. Cette année, nous avons 6 micro-entreprises qui ont été créées. L'année passée, c'était 16 micro-entreprises. Nous avons aussi les brevets d'invention. Les brevets, pour cette année, nous avons déjà 35 brevets. L'année passée, il y avait 39. Pour cette année, jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà 35 brevets. Les projets, cette année, nous avons 100 projets. L'année passée, il y avait exactement 135. Nous avons 2 filiales. Filiales qui ont le registre de commerce déjà, qui ont rattaché à l'université, 2 filiales, qui ont commencé déjà à travailler, qui ont leur propre registre de commerce, et ça travaille déjà. C'est quelque chose de très important. Cette année, on va essayer de donner un grand plus pour ces gens-là, pour ces chercheurs. Ces chercheurs travaillent, nous avons, en réalité, à l'université, nous avons 20 laboratoires de recherche. Il y a 20 laboratoires de recherche qui encadrent ces étudiants. Les laboratoires de recherche sont dotés d'équipements, bien sûr, d'équipements
d'équipements pour la recherche scientifique, mais les étudiants travaillent aussi. Licence, master, tout le monde travaille au laboratoire Les de recherche. apprentis chercheurs, justement. Ils sont apprentis chercheurs. Bien sûr, donc- c'est apprentis chercheurs. Voilà. C'est jeunes chercheurs. Exactement. À donc- l'étranger, on les appelle jeunes chercheurs. Hein? Très bien. Hein? Hein? Donc déjà, on voit que la formation, hein, c'est une formation de qualité. On a des gens qui sortent de l'université avec leurs projets, incubés, accompagnés par l'université. On voit le nombre d'enseignants, de professeurs, c'est-à-dire qu'on voit... On conclut que l'université de Béchar a évolué depuis sa création, depuis centre universitaire jusqu'à université et l'ouverture de plusieurs universités. Par contre, j'ai remarqué que le bilan a diminué par rapport à l'année passée. Voilà. Alors, c'est dû C'est-à-dire, à quoi? Pourquoi? Pourquoi? Le nombre d'étudiants. Non. Le par rapport le bilan, voilà, ce n'est pas encore terminé parce que c'est la moitié. C'est-à-dire, D'accord. l'année n'est pas encore terminée. Ah, très bien. Donc, Jusqu'à la fin de l'année, décembre. on pourra La comparer. fin d'année, on Super. peut comparer parce que l'année n'est pas encore finie. Tout à fait. 2024, il reste encore 3 mois. Donc, c'est 3-4 pas le bilan, final, c'est pas une comparaison Ce n'est pas le annuelle. bilan définitif. Voilà. C'est pas le bilan définitif. Voilà, ça explique mieux la situation. Oui, parce que là, bien quand sûr, on voit le bien chiffre. sûr. Non, parce que l'année n'est pas encore. Tout à fait. On travaille Il avec faut l'année expliquer, civile, voilà. pas l'année universitaire. Très C'est bien. l'année civile, donc c'est de janvier jusqu'à. Ben oui, je de janvier jusqu'à comprends, mais c'est décembre. juste que je me disais peut-être que les enregistrements se font au début de l'année, comme ça vous savez avec quoi vous allez conclure l'année. Mais non. Il y a, donc, il y a ça pourrait autre chose. Oui, C'est-à-dire, on va lancer, il y a des spécialités qui sont. Les étudiants fuient des spécialités, quelques filières. par donc exemple. ces filières, cette année, j'ai décidé de les fermer. D'accord. Les étudiants, le nombre d'étudiants était très faible. On les a envoyés à Tlemcen. Tlemcen ont pris ces étudiants, par exemple, un groupe, il y a 3 à 4 étudiants dans un groupe. On ne peut pas former un groupe de. On les a envoyés à Tlemcen. À Tlemcen, ils nous aident. À Tlemcen, c'est Sidi Abbas. Ils nous aident, c'est des collègues qui nous aident. Nous, on les aide et eux aussi. Voilà, c'est mutuellement. réciproque, bien sûr. Je pense ouvrir la spécialité qui manque ici, la spécialité mécatronique. Oui. Mécatronique et aussi la maintenance industrielle qui manque aussi. Parce que nous avons des entreprises ici au niveau de la Wilaya de Béchar. Vous avez la cimenterie, vous avez des briqueteries, vous avez des entreprises, beaucoup d'entreprises qui nécessitent d'avoir des ingénieurs en maintenance. On forme en mécanique, le mécanicien n'est pas un maintenancier. On forme des maintenanciers directement. Donc, et aussi avec le développement de l'automobile, etc. C'est-à-dire il n'y a plus la mécanique ordinaire, la mécanique classique. Maintenant, tous les C'est véhicules... devenu archaïque, justement. Oui, c'est Maintenant, devenu on va archaïque. plus Maintenant, vers tout ce qui tous est les électronique, véhicules tout ce sont qui est... équipés d'ordinateurs de bord, donc Tout c'est à la fait. mécatronique. Voilà. Donc, on va former les étudiants en mécatronique et on va faire un recrutement régional, c'est-à-dire pour attirer de toute la région, le sud-ouest, qui vont étudier chez nous au niveau de Béchar. Avec l'ouverture, peut-être qu'on va inaugurer la faculté de médecine, la nouvelle construction de la faculté de médecine. Nous allons avoir beaucoup d'espace afin de recevoir beaucoup plus d'étudiants. Voilà. Très bien. Et quelle en est pour les nouveautés que vous allez envisager justement pour l'année prochaine et la nouvelle rentrée universitaire? Vous m'avez parlé de quelques spécialités. Vous avez cité tout à l'heure la médecine dentaire. Oui. Donc, l'année prochaine, ça ne dépend pas de moi. oui. Seulement hier, j'ai relancé le doyen de la faculté de médecine, afin qu'il me prépare le document, afin de le déposer au niveau du ministère. Mais le problème se pose, on ne peut pas ramener des spécialistes, on ne peut pas ramener des spécialistes au logement, Oui, allez-y. qui ne sont pas logés. Donc, D'accord. je vous ai dit déjà, je vais demander à M. le Wali pour nous aider encore, pour nous donner quelques logements, afin de pouvoir attirer les gens. Attirer des spécialistes en médecine dentaire, voilà, afin de lancer. Moi, je veux, coûte que coûte, lancer cette spécialité l'année prochaine. Et dans 2 ans, je vais lancer l'imagerie médicale, la radiologie. Très bien. Donc, parce que la faculté, elle est construite avec... Nous avons un système de 4 départements. Nous avons maintenant le département de médecine, le département de pharmacie. Donc, on va lancer le département de médecine dentaire, chirurgie dentaire. Il nous reste encore pour la faculté d'imagerie ou radiologie médicale. Donc ça me tient à cœur pour lancer ces spécialités. Ça me tient vraiment à cœur.
Donc, Ah ben oui, surtout la spécialité, la faculté de médecine, elle a été attendue pendant tant d'années. Donc déjà, il y a le projet qui va s'ouvrir dernièrement. Donc vous m'avez dit que ça va être inauguré, je pense. C'était prévu l'inauguration, c'était prévu le 15 septembre. Ah, septembre, Mais donc. vu le problème de Les inondations. d'entrepreneur, D'entrepreneur. il n'a pas d'ouvriers. Ah ben voilà. Chaque 2 jours, je suis sur le chantier, chaque 2 jours. C'est Une pas journée sur évident. deux. Ah ben oui, il faut suivre de J'ai passé très tout près. l'été là-bas. J'ai passé tout l'été au niveau de l'Ahmar, au niveau du pôle. J'ai bien voulu que démarrer cette année au mois d'octobre. Mais Déjà, le nombre d'étudiants, il a augmenté cette année. cette année, voilà, c'est avant, il C'était prenait des promos. 80 étudiants par 80 par étudiants promo. en médecine. Cette année, j'ai pris 120, on m'a envoyé 127. Très bien. Pourquoi? Parce que j'ai recruté 14 enseignants. Ben voilà. Ah, j'ai ramené les enseignants, donc je suis obligé de... Parce qu'avant, il n'y avait pas d'enseignants. Mais je remercie aussi le général, le directeur de l'hôpital militaire. Il m'a dit que vous pouvez prendre n'importe quel médecin, n'importe quel médecin. Je vous envoie les médecins pour vous aider jusqu'au bout. C'est-à-dire, appelez-moi, je vous aide jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est très gentil de sa part, très très gentil de sa part. Il m'a dit qu'il a reçu aussi des spécialistes. Mais à l'hôpital militaire, il a reçu beaucoup de spécialistes. Il m'a dit, je suis prêt à vous aider et à vous donner de l'aide jusqu'au bout. Donc, Pour la formation je de le remercie infiniment pour son aide. Pour son aide, je le remercie infiniment. Donc, Et voilà. qui est dans l'intérêt général, justement, et la l'intérêt- bonne formation de nos prochains médecins, futurs médecins, justement. Je reste toujours sur le projet du pôle universitaire et la création de la faculté de médecine. Alors, actuellement, il y a 2 spécialités. Vous avez bien cité la médecine et la pharmacie. En attendant l'ouverture de la médecine dentaire, donc, il me semble qu'en discutant tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous avez préparé 4 départements. Ouais. Et donc, le 4e, il sera pour... Le 4e, c'est pour le... on va prendre l'exclusivité, là. Oui, bien sûr. Le 4e, c'est la radiologie médicale. Ah, d'accord. Donc, ça va être dans la faculté de médecine. Dans la faculté de médecine, c'est-à-dire c'est Très bien. dans le médical toujours. Tout à fait. J'ai le département sciences exactes. Oui. Le doyen a voulu, j'ai discuté avec le doyen, je lui ai dit pourquoi vous avez la physique, pourquoi vous ne lancez pas l'imagerie médicale, l'imagerie, spécialité imagerie, spécialité imagerie en physique. Il m'a dit on va essayer de voir comment faire pour lancer l'imagerie. Et ça sera un plus lorsqu'on ouvre la spécialité imagerie, il y a des professeurs de physique qui vont travailler là-bas, qui Très vont nous bien. aider à travailler là-bas. Voilà. Donc, c'est un travail complémentaire Oui, c'est un travail complémentaire, bien sûr. de collaboration entre différents départements et facultés. Et ça fait plaisir, justement. C'est toujours dans le but du développement de l'Université de Béchar et de la qualité de la formation de nos futurs cadres de la société. Donc, je vous remercie infiniment, professeur Bzazi Boujema, pour toutes ces explications et surtout d'avoir répondu à notre invitation. J'ai été très ravie de vous accueillir, de discuter avec vous sur toutes ces nouveautés et la qualité de la formation. Chers téléspectateurs, donc nous allons nous reposer un petit moment avec cette musique que nous vous avons choisie de la troupe Rawan et nous reviendrons.
Et voilà une bonne musique reposante et relaxante. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite bonjour et bonne journée. Je vous dis bonjour et bonne journée. Donc, nous continuons avec nos invités, comme je l'ai annoncé au début de l'émission. Donc, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Monsieur Soltani Mokhtar, qui est un historien et un chercheur dans le domaine du patrimoine culturel. Bonjour, monsieur, et bienvenue parmi nous. Ravi de vous retrouver et de vous accueillir dans ce plateau. Si vous pouvez nous parler un petit peu du potentiel, on va dire naturel et culturel de la région du Sud-Ouest et en particulier la wilaya de Béchar. Très grandement ravi pour votre invitation. Partagez. Et je veux parler du potentiel naturel de la région. C'est une région désertique, charmante, Oui. parsemée d'oasis, parsemée de stations préhistoriques. C'est une région qui offre l'opportunité pour le tourisme. Tout à fait. Pourquoi pas? C'est une région qui englobe des dunes dorées. Avec le sable doux et doré, on peut faire beaucoup de choses. Exactement. Et il y a les palmeries. Selon si on survole la région, on trouve que l'oued Zoulfana et l'oued Gir, ces deux oueds légendaires, Tout à fait. ont des crues phénoménales. Alors, la jonction de ces deux oueds se trouve à Prédigli. Et de là, a donné naissance à Oued Saoura. Oued Saoura qui est parsemé de plusieurs chapelets de Ksour. Eh oui. C'est la naissance de Ksour grâce à ce oued. Il y a aussi des régions où on peut visiter. Il y a des oasis, par exemple, à Kenadja, il y a Msouar. C'est la vallée de Msouar, c'est une vallée pittoresque. Il y a la vallée de Marjouzlan, c'est toujours à Kenadja. Il y a aussi le Djorf Torba. Et allons descendons vers Tarit, avec sa palmerie, et c'est un contraste entre l'or et le vert. Un contraste, la dune, et une palmerie qui rampe, qui va vers l'infini. C'est très beau à voir. Il y a aussi les Ksour de Tarit. Il y a encore la région de Digli, par exemple, Mazer. Il y a des choses à voir. Et toute l'étendue de Oued Saoura, c'est une région pittoresque. C'est une région qui englobe une culture, Bon, revenons à la nature de la région. Il y a des montagnes où le mouflon vit aisément. Oui. Il y a les plaines déchirées par des petits ruisseaux, par des petites où vit la gazelle Dama. Et la gazelle Dama, oui, c'est ça. C'est la seule espèce qu'on a dans notre région. Et la région de Tablbala, c'est le Rim, c'est la merveilleuse gazelle.
c'est le rime, avec un long cou. On les Et de beaux yeux aussi. on les appelait les gazelles girafes. Ouais. Il y a aussi une faune et une flore typiquement saharienne. On trouve l'hyène, le chacal, le doux et le joli fennec. Fennec, ouais. Et il y a aussi des animaux, des rampants, le daube qu'on appelle l'Uromastix acanthilurus. Oui. C'est son nom scientifique. Il y a le varan acanthilurus. Il y a beaucoup d'animaux qui Et vivent. d'espèces, ouais. Et la région, il y a des traces de guépards vivaient dans la région. C'est un désert charmant. Isabelle Eberhard a dit « Je voulais posséder ce désert, mais celui-ci m'a possédé. » Exactement. C'est un désert poétique avec sa nature qui offre aux visiteurs, qui offre un séjour agréable et sous les nuits étoilées, avec la belle lune, Oui. ça inspire la poésie, ça inspire le bien-être, ça inspire même la transe d'être soi-même. Et elle appelle l'âme sœur. Voilà, c'est un désert que j'ai étalé en survol et je continue encore que l'opportunité touristique est garantie dans notre désert. Très garantie et rentable. Justement, nous avons un patrimoine matériel et immatériel riche et Je varié. reviens à ça. Justement. Pour le patrimoine matériel et immatériel, Oui. notre région possède une culture diversifiée. Tout à fait. Il y a tout un mélange de peau et de race, et qu'il y a des cultures, il y a un folklore qui date depuis la nuit des temps. Alors, si on divise la région, par exemple, nous sommes au sud-ouest algérien, Ah oui. dont nous sommes fiers d'être ses habitants. Et nous sommes fiers de nos valeurs. Bien évidemment. Alors, si on commence par l'Aïn Safara, par exemple, on trouve une culture saine, une culture qui garde la bravoure, qui garde, c'est l'Alaou. Cette danse, les danseurs de l'Anaoui, ils évacuent, anthropologiquement parlant, cette danse évacue la préparation du cheval vers la fougue. On appelle les cavaliers, dans leur vocabulaire, disent al-ghadba. Mouch la colère. Al-ghadba nta l'oud, lorsqu'il fait danse, flotter sa crinière avec sa majesté. Oui. L'Alaoui nous décrit cette danse. Chaque danse a sa lecture. Tout à fait. Bon, on a aussi notre région, il y a aussi le Houbi, c'est l'immense tribu des Douimenia. C'est une danse qui relate le croissant et l'étoile. Il y a aussi descendant vers Kenadza. Il y a une culture qui est sauvegardée jusqu'à nos jours. Il y a la Ferda, Oui. il y a le Qarqabou, il y a les Issawa, il y a tout un tableau qui ne vivote pas, qui vit encore. Nous allons vers Abadla. Alors, à Abadla, il y a le matériel et l'immatériel. À Abadla, c'est la ville des 1000 poètes. Oui. C'est la ville des 1000 poètes. C'est l'apport du Gir. Alors,
la poésie véhicule de père en fils à Abadla. Il y a le hobby, il y a la poésie, allant vers Saoura, Soufla, Saoura, le Ouatta, La vallée de la Saoura. Ibn Abbas, etc. On a les Gnanma. Les Gnanma, c'est des grands poètes, c'est des poètes vraiment, leur poésie, on sent la force du verbe. On sent c'est-à-dire, c'est une création rare. On descend vers toujours l'ouest Saoura, on a la danse Agdal. Agdal, c'est une danse avec une petite darbouka là, Oui. et il y a une ligne de femmes et une ligne d'hommes qui dansent et qui s'approchent et qui recule. voilà. Alors, cette danse commémore, enfin, nous donne que ces troupes qui se rapprochent et qui se perpétuellement, elles évoquent la fertilité de la femme et la virilité de l'homme. C'est une danse le Agdal. Il y a aussi le baroud. Le baroud, quand il explose, Justement, c'est le une joie. baroud, c'est connu déjà à la région de Beni Abbas et de la célébration du Maulid qu'on a eu à célébrer dernièrement aussi. Il y a Tarit aussi avec ses sites historiques. Justement, si on parle de la classification des endroits touristiques et du patrimoine culturel, nous pouvons parler aussi du site historique de Tarit. Et justement, nous allons nous arrêter un petit moment avec ce VTR qui nous parle de la richesse de la région de Tarit, en particulier les gravures rupestres de cette région qui ont été classées dernièrement comme patrimoine culturel algérien. Véritable musée à ciel ouvert, situé à proximité de la localité de Zaouia Tahtania, au sud de la commune de Tarit. La station de gravure rupestre d'Al Hajra vient d'être classée au registre du patrimoine culturel matériel national. Avant le classement, il était libre. On a signalé beaucoup de dégradations vis-à-vis aux visites non guidées, non programmées, non réglementées. On a réclamé ça fait longtemps, donc c'est une réussite. C'est très, très, très positif pour garder, pour protéger le patrimoine. Non seulement le site, il y a aussi la faune et la flore qui est en dégradation. Et Inch'Allah, ça va aider aussi pour les visites guidées, non seulement pour les guides, il y a aussi les transporteurs, il y a les artisans aussi qui sont aux alentours du site pour commercialiser le produit artisanal. En tant qu'artisan, je vois que c'est une très bonne initiative pour la région. Il faut sensibiliser le visiteur qu'il y a des gravures rupestres et que c'est un patrimoine qu'il faut préserver. Plusieurs fois, on est tombé sur des personnes en train de saccager le site, mais on n'a aucun pouvoir ou statut pour pouvoir intervenir ou leur interdire. Actuellement, nous demandons la protection du site par clôture et gardinage pour préserver ce qui reste. Malheureusement, ce qui a été volé est perdu à jamais, comme ce morceau-là. On a pu empêcher le vol de celui-ci en avisant la gendarmerie à temps. Ce classement est un véritable soulagement pour les associations locales de protection du patrimoine qui militent depuis des années pour préserver un des plus anciens sites de gravure rupestre du sud-ouest du pays, couvrant une superficie de plus de 181 000 m² et donc d'une valeur historique et culturelle inestimable pour l'Algérie et pour l'humanité entière.
Suite à cette classification, on demande la protection du site le plus tôt possible, surtout que la saison touristique va bientôt débuter. On aimerait bien qu'il soit concrètement clôturé et nous serons volontaires pour la construction d'une clôture s'ils mettent à notre disposition le matériel nécessaire. Il faut mettre des gardiens et bien organiser les visites pour préserver ce patrimoine aux futures générations. La direction de la culture et des arts s'implique dans la politique de l'État et les efforts fournis pour protéger et valoriser le patrimoine culturel, en particulier les efforts de Monsieur le Président de la République afin de préserver tous les sites historiques au niveau local ou national. Le site historique appartient à l'époque néolithique et c'est l'un des sites importants de la wilaya de Béchar, compte tenu de son importance touristique, culturelle et scientifique aussi. La mise en valeur de ce trésor historique se poursuivra avec l'édification d'un centre d'information dédié aux gravures rupestres et d'un musée. La wilaya de Béchar abrite plusieurs autres sites similaires couvrant une superficie totale de 500 hectares. L'inscription de la station de l'Hajra au patrimoine national marque une avancée significative dans la préservation et la promotion de cet héritage culturel exceptionnel. Et voilà, c'était Tarit, l'enchanteresse, la ville qui a pris les cœurs de tous ces visiteurs, touristes, et que ce soit nationaux ou internationaux. Je reviens vers vous, Monsieur Soltani, justement pour discuter de cette richesse, de ce patrimoine qui existe justement à la ville de Tarit. Oui, je prends Tarit comme exemple. Ouais. C'est une précieuse. C'est une pierre précieuse dans un écrin d'or. Tout à fait. Tarit, on l'appelait l'enchanteresse. Tarit, c'est le berceau du tourisme en Algérie. Oui. Tarit, elle offre aux visiteurs un grand cœur. On voit les dunes de côté. Et la palmeraie verdoyante de côté, qui rampe vers, je le dirai encore une fois, vers l'infini. C'est une cité qui est composée de Ksour. De Ksour riverains, des Ksour qui sont à la rive de l'Oued Zulfana, qui passe au milieu de cette palmeraie et qui l'irrigue généreusement. D'où on trouve la meilleure date, la Fgouche. Fgouche, oui. Parlons encore à Tarit, le Ksar de Tarit. Il est conservé typiquement les siècles les khalq fihom. C'est un Ksar qui d'après sa construction, on trouve qu'il y avait une solidarité entre les habitants. C'est pas un pâté de maisons, mais c'est des maisons qui sont lasses et qui offrent une surveillance, c'est-à-dire pour la sécurité. Tout à fait. Alors, le Ksar de Tarit est bâti sur un roc. Oui. Loin des crues de l'Oued et aussi pour la sécurité. On trouve aussi à Tarit, malgré ses Ksour, Zawiya al-Fougania, Zawiya al-Tahtaniya, Barbi, Barti, voilà. etc. Oui. Il y avait une présence préhistorique dans cette région. D'ailleurs, on trouve beaucoup de stations, de gravures rupestres, et c'est des gravures avant l'âge des métaux. Néolithique. Parce que les motifs sont, on les appelle à sillon, oui, c'est-à-dire à sillon doux, à sillon. C'est-à-dire, il est fait par des frottements. Oui. Donc, il n'y avait pas encore... l'âge des métaux n'est pas entré
Alors, on voit des vaches, des antilopes, ce qui nous prouve, qu'il y avait une sédentarité, il y avait une sédentarité dans la région. C'est-à-dire, la région a été occupée, il s'occupait de l'agriculture, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est dans toutes ces gravures rupestres, il y a l'absence du chameau. Et il y a aussi l'absence du cheval. Donc, ce qui nous amène au néolithique. Au néolithique ou à la préhistoire. Bon, il y a aussi des Ksours qui sont désaffectés. Ils ne sont plus habités. Oui. Ils sont à la crête de la montagne qui surplombe la Palmeraie. l'oued. Oui, alors, et la Palmeraie aussi. C'est des Ksours qui datent de plusieurs siècles. On ne peut pas déterminer on n'a pas encore le carbone 14 à Béchar pour déterminer mais c'est très ancien. Ce que j'ai constaté pendant ma visite, j'ai constaté des pierres plates où il y a un trou de 2-3 cm, et poli. J'ai demandé aux gens, disons, âgés à Tarit, il nous a dit, là, il pilait les graines de date. Quand يخلطوهم pour les bêtes ou les هما حتى هما. Alors, Tarit demeure toujours un endroit qui nous appelle, qui nous interpelle. Et je parle من الفوق, يعني pour créer des lieux touristiques pas chers. Si les Algériens veulent voir Tarit, ils passeront la nuit à 4 000 dinars, la nuit, 5 000 dinars. Il faut abaisser le prix pour que les Algériens affluent pour voir leur pays, pour voir leur désert, pour grimper la dune, pour voir les Ksours, les montagnes aussi. Alors, c'est rustique. Tout à fait, oui. C'est rustique. Même les habitants de Tarit, les femmes, ont une physionomie particulière, ont une démarche particulière, un habillement particulier, avec le khous, avec leur izar, avec les jdaïl. C'est pittoresque. Oui, oui. Tarit, c'est khassa wahad mijhed. Et c'est surtout un centre touristique. Et c'est surtout un peuple très hospitalier qui adore les visiteurs, qui a l'habitude du tourisme, qui vraiment font dans cette nature paisiblement avec ses visiteurs. Et justement, quand on parle de cette mentalité hospitalière qu'a les habitants de Tarit, on pourrait parler justement des maisons d'hôtes. Alors, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette hospitalité et aussi l'utilisation de maisons d'hôtes comme infrastructure hôtelière ou alors infrastructure pour accueillir ces visiteurs? Oui, malgré les infrastructures qui existent à Tarit, c'est un hôtel. Et ceux qui passeront la nuit dans cet hôtel doivent être royalement payés. Mais je signale la générosité, la magnanimité des habitants. Ils sont aptes à recevoir les visiteurs chez eux. Chez eux. Ils mangent, ils dorment et soigneusement entretenus avec beaucoup d'égards. On connaît Tarit et sa générosité. Alors, ceci nous aide à créer un afflux touristique
pour notre région. Ce qui a encore donné à Tarit un impact international, c'est le Mouchem de Tarit. Oui. Le Mouchem, il a drainé plusieurs nationalités. Et maintenant, Il n'existe plus. le Mouchem, Mabkash, alors recréons le Mouchem de Tarit. C'est le Mouchem de la date. La fête, justement, la fête de la reine. La cueillette des dates. Gauche. Tout à fait. Depuis 2003, il n'a pas eu lieu. Depuis 2003, la dernière édition. Pardon? Depuis 2003, la dernière édition du Mouchem. Donc ça remonte à quand même à 21 ans. Oui, mais ce qui est malheureux, c'est que, je répète, ce que le Mouchem n'est plus, Oui. ils l'ont arrêté. Eh bien, on demande aux autorités justement Je ne sais pas. On commence de restaurer dans tout le monde. fête. Dans tout le monde, il y a la fête des cerises, la fête de la grenade, Fraises. la fête de la tomate, la fête... Ouais. On a la meilleure date du monde. Après Biskra, après Deglet Nord, Nord. c'est le Foucouche. Ouais. Une seule, tu deviens rassasié. Rassasié. Une seule date. Et voilà, il faut qu'on retrousse nos manches. Et nous sommes vers l'Algérie nouvelle. Il faut que chaque région démontre sa production, démontre son travail. Ça y est, on ne donne plus la main chez البحر. نقوموا براسنا حنا يعني par exemple le blé en Algérie a dépassé tous les calculs. Eh oui. Pourquoi pas la date? Pourquoi pas le tourisme? Pourquoi pas le... Hein? J'ai oublié de noter Bni Abbas. Bni Abbas aussi, il faut alléger le prix des nuitées à l'hôtel Sans citer des noms, s'il vous plaît. Mais c'est pas grave, en parlant des infrastructures, les gens qui veulent justement découvrir le désert, ils peuvent prendre une simple petite tente et se mettre dans le désert, dans toute sérénité, découvrir les nuitées étoilées du Sahara, sur le sable, sur le reg, dans l'ergue ou le reg. Peu importe l'endroit, c'est juste pour apprécier ce silence, pour apprécier ce moment. Eh ben, je vous remercie, Monsieur Soltani Mokhtar, pour toutes ces informations. J'ai été très, très ravie de vous accueillir. J'espère que ce n'est pas une dernière fois. On reviendra vers vous pour d'autres sujets, pour d'autres émissions. Je suis à votre disposition. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu. Je suis à votre disposition avec Canada, Algérie, coréenne. Eh ben, ça nous fait très plaisir de vous accueillir à chaque fois. Nous sommes là pour éclairer notre région. Eh oui. Et pour donner des informations, pour donner pour montrer, pour suggérer. Exactement. Voilà. Et justement, nous vous remercions. Tout ça, c'est pour notre beau pays. Tout à fait, l'Algérie. Donc, mes chers téléspectateurs, je vais vous emmener découvrir la région de Tarit, la ville de Tarit, avec ses beaux paysages et avec la musique de Hassan al-Besharia, justement.
Et voilà, c'était de la bonne musique avec Hassan Al-Besharia en découverte de la région de la ville de Territ, l'Enchanteresse. Et à mes côtés, Monsieur Merzougui Touhami, prof universitaire, qui vient nous parler aujourd'hui de la gestion des ressources hydriques et son impact sur l'environnement. Bonjour monsieur et bienvenue, ravi de vous recevoir parmi nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc, comme je l'ai cité, la bonne gestion des ressources hydriques, surtout dans une région saharienne du sud-ouest algérien, que pouvez-vous nous dire par rapport, surtout avec ces dernières intempéries qu'on a eues, avec le taux d'augmentation du niveau d'eau du barrage de Georges Torba et aussi par rapport à Oued Saoura qui a atteint la région de Reggane. Donc, avant de parler de la gestion des ressources en eau, si vous permettez de commencer avec une petite introduction, c'est-à-dire l'eau sur la Terre, elle se trouve à 70%. C'est de l'eau salée. Et le reste, c'est saumâtre, on va dire. C'est de l'eau saumâtre surtout. Cette quantité de 70, il y aura 97 eau salée et 2,5 eau douce. Ces 2,5 l'eau douce, il s'agit de 0,5 qu'on peut utiliser. C'est de l'eau liquide. Le reste, c'est de l'eau, c'est de glace. Donc, de cette manière-là, le Dieu nous dit qu'il faut gérer cette eau. Par exemple, le Dieu n'est pas... Donc, à partir de là, il faut bien comprendre le cycle de l'eau. Donc, si on parle du cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a les précipitations qui enrichissent le continental à travers un ruissellement, une infiltration. Donc, il s'agit de l'eau surface, l'eau souterraine. Et après là, donc, cette eau naturelle doit être utilisée. Donc, soit l'eau potable, l'alimentation potable, soit en irrigation, soit dans l'industrie. La gestion de ressources en eau, ce n'est pas comment dirais-je, c'est un concept, un processus. C'est pour ça justement que j'ai dit, on va dire, gestion des ressources hydriques. C'est pour ça que je n'ai pas dit d'eau potable. Hydrique de manière générale, c'est-à-dire je parle des eaux usées, je parle des eaux souterraines, des eaux des pluies, de manière générale. C'est pour ça que justement on parle de gestion. Alors là, quand vous l'avez bien défini, la nature des eaux saumâtres justement dans la région, qui a un goût salé, amer aussi, ne peut pas forcément être utilisée comme eau potable. C'est d'où l'intérêt d'avoir des stations de dessalement, des stations de récupération d'eau usée, tout ça, pour que ce soit pour l'industrie ou l'agriculture aussi. Tout à fait. Donc voilà, je reviens vers vous pour plus d'informations. Ce concept, je vais continuer. Le concept, il est comme suite. La gestion, elle se fait, il faut un travail d'ensemble. Tout à fait. Parce que le problème de l'eau, ou là, le problème de la gestion, ce n'est pas le problème du ministre de l'Hydraulique. C'est le problème de tout le monde. Tout à fait. Le problème du ministre de la Santé, du Commerce. Il faut participer tout le monde pour arriver à cette gestion, même l'usager. Et si on parle d'une gestion durable, il faut mettre ce groupe-là d'une façon, il faut baser sur la concertation, et le travail de coordination, le travail ensemble, de transfert de l'information, sensibilisation, information, tout ça. Pour arriver à cette... Donc c'est un processus très complexe. Tout à fait. Il faut un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Pour la région de Béchar, c'est le Sahara, synonyme de la rareté de précipitations, évaporation intense, température élevée, et en plus, il y a un autre handicap, c'est le changement climatique. Donc, Béchar a vécu une sécheresse prolongée. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas une goutte d'eau qui a tombé sur Béchar. Le barrage de Soba a été séché complètement. Tout à fait. Les ressources en eau souterraines, la baisse, elle est incroyable, remarquable, à tous les niveaux.
Et on peut dire, et cette quantité, malheureusement, les ressources en eau souterraines dans la région de Béchar, cette composante invisible du cycle de l'eau que j'ai déjà cité auparavant, elle est complexe de la connaître. Et dans la région de Béchar, ou la région de la Sahara en globalité, elle est mal connue et mal exploitée. On n'exploite même pas 5%, 10%. Même le transfert, le grand transfert pionnier qui a sauvé la situation à Béchar, le grand transfert de Gtarani, ça c'est le 10% de ce qu'on a à offrir par le Dieu. Il y a des aquifères, jusqu'à maintenant ils ne sont pas exploités. Et pour arriver à introduire l'aspect environnemental, presque 90% que la quantité utilisée par la population, par les usagers de Béchar, se rejette sans traitement dans la nature. Mais heureusement, la station, la STAP de Béchar est venue pour résoudre ce problème et pour participer à arriver à cette gestion intégrée des ressources en eau. Donc on voit cette station, elle va produire presque, elle va traiter un chiffre, si je me rappelle, 55 000 mètres cubes par jour, et va permettre d'irriguer des surfaces immenses. Et même les travaux d'industrie. L'industrie, on peut l'utiliser, même si on arrive à le traitement tertiaire, on peut l'utiliser dans l'irrigation directe. Tout à fait. Et donc justement, quand on parle d'eau, de rareté et tout ça, on revient à ce que faisaient nos ancêtres, justement, les digues. Les digues au niveau, par exemple, de Ouekda, de Mourel, même à Oued Béchar, il existait des digues autrefois. C'est-à-dire la canalisation des eaux usées ne passait pas forcément par ces endroits, par ces Oued, où les gens utilisaient cette eau pour se baigner, pour irriguer leur jardin. C'est-à-dire, est-ce que ça ne serait pas bien de revenir vers les solutions de nos ancêtres aussi? Des fois, les ancêtres, je crois que les trois savoirs qu'elle maîtrisait avec excellente. Aujourd'hui, avec cette technologie, avec ces compétences, avec cette formation, on n'arrive pas à résoudre même des petits problèmes. Mais il y a les digues, il y a le système traditionnel Fogara, il y a les systèmes... C'est des génies. Des génies, tout à fait. C'est des vrais ingénieurs. Tu sais que la Fogara, nos ancêtres, ils sont mesurés avec... Même le premier dibimètre, le monde, c'était à nous. Tout à fait. Il faut déchiffrer ces systèmes pour... Peut-être il y a des choses qu'on peut ressortir à ce système ancestral pour résoudre nos problèmes actuels. Tout à fait. Justement, on parle souvent de la Fogara d'Adrar, mais on oublie qu'il y a d'autres Fogaras. Je cite par exemple celle de Beni Ounif. Le système de Fogara, il y en a plusieurs. Plusieurs. Il y a 7 systèmes. Ouais. Ils sont bien répartis dans le Sahara algérien. Tout à fait. Il y a Radaya, à Tamarrast, à Adrar, à Timimoun, à Ben Abbas, à Béchar, à Beni Ounif, à Ainsfra. Oui. Donc il faut valoriser ce système, il faut déchiffrer quelque chose, cette boîte noire. Moi je l'appelle le boîte noire, c'est un système de boîte noire qu'il faut bien déchiffrer. On peut trouver des solutions pour résoudre ou pour arriver à cette gestion que vous annoncez ce matin. Tout à fait. Donc avant de continuer le débat, on va s'arrêter un petit moment avec ce VTR pour vous faire découvrir la station justement de traitement et des eaux usées justement et revenir pour continuer le débat avec mon invité. La station de traitement et d'épuration des eaux usées dont a bénéficié la ville de Béchar pour un coût de réalisation de 4 milliards de dinars se veut un projet pionnier en matière de préservation des ressources hydriques. تقوم بتصفية المياه المستعملة للمدينة ابتداء من محطة الضخ التي تقوم بضخ المياه نحو La station traite les eaux usées de la ville de Béchar à partir de la station de pompage. La première phase est l'étape de pré-traitement qui consiste à isoler les impuretés, l'huile et le sable. Deuxième étape est le bassin d'aération qui consiste à aérer l'eau pour créer un environnement propice aux bactéries pour le traitement biologique des eaux. L'étape suivante est la clarification où se fait l'isolation de l'eau et de la boue.
Avec des compétences 100% algériennes, nous avons suivi et accompagné le projet dans toutes ses étapes, en respectant les normes nationales et internationales appliquées dans ce domaine, pour aboutir à un produit de qualité selon la stratégie adoptée par l'organisme compétent responsable du secteur. La station de 5e génération est une réalisation algérienne avec une main-d'œuvre qualifiée 100% nationale. D'une surface totale de 15 hectares, cette station est dotée d'équipements ultramodernes qui lui permettent de traiter actuellement 17 000 m3 avant d'atteindre 55 000 m3 à l'horizon 2040. Elle est composée de 2 filières, filière eau et filière boue. Deux filières, filière eau et filière boue. Il existe 2 filières, la filière eau qui s'occupe du pré-traitement des eaux en passant par un bassin d'aération, des gazeurs puis clarification. Ces eaux sont destinées à l'industrie et domaine agricole. La filière boue composée de 3 étapes, épaississeur, déshydratation et ligne de séchage. Cette boue est destinée au domaine agricole. Déshydratation au lait de séchage. Elle contient aussi 2 laboratoires qui veillent sur la qualité des eaux traitées. Le premier laboratoire s'occupe des analyses physiques et chimiques, dont le pH, la température, la conductivité, etc. Concernant le deuxième laboratoire, il s'occupe des analyses bactériologiques, dont les coliformes totaux, les coliformes fécaux et les parasites nématodes intestinaux. Nous veillons quotidiennement sur la qualité des eaux entrantes et sortantes de la station pour obtenir une eau de qualité et conforme aux normes sanitaires de l'OMS. La concrétisation de cette STEP s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de récupération des eaux usées et leur valorisation à travers la couverture des besoins des secteurs économiques, notamment celui de l'agriculture, dans le but d'assurer un développement intégré et durable de la région de Béchar. Et voilà, donc ça c'était la station d'épuration et de traitement des eaux usées. Je reviens vers vous, Monsieur Touhami, donc pour parler de l'importance de cette station justement dans le domaine agricole. La station, la STEP de Béchar, elle a plusieurs impacts sur l'environnement, sur la santé, sur le bien-être de la population de Béchar, et c'est une solution plausible et incontournable. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire de cette station dans tous les endroits, dans la stratégie de l'État algérien, de généraliser ce système. Heureusement, la station de Béchar, elle est du système bois activé, c'est-à-dire la production elle est importante par rapport à les autres systèmes. L'impact sur l'environnement, on peut le dire en 3 points. Un impact sur les eaux souterraines en premier lieu, un impact sur le biotope, sur la végétation. Comme vous connaissez, Béchar a déjà connu une station que nos ancêtres, elle s'appelle Janvier. C'est une première station à lagunage. Non, je ne connais pas, je découvre avec naturel. vous. Ouais. C'était à Bidando à l'époque. Nos ancêtres, ils se sont à Janvier parce qu'elle a créé un microclimat à cet endroit. Aussi, l'impact sur les eaux souterraines, c'est-à-dire les surfaces agricoles, sur la santé, elle va minimiser la transmission des maladies, surtout la période estivale. Et on peut récupérer un pourcentage de 80%. C'est-à-dire que 80% de l'eau qu'on utilise, c'est-à-dire usage soit AOP, soit irrigation, soit industrielle, elle se rejette sans traitement dans la nature. Si on arrive à récupérer cette quantité, imagine-moi que la production c'est 55 millions de mètres cubes. On va irriguer plus de 5 000 hectares, 6 000 hectares en plus, et va aussi participer à la recharge, à la réalimentation des nappes souterraines, qui est la seule source utilisée dans cette zone hyper aride, je peux l'appeler comme hyper aride.
Et le traitement des eaux usées, c'est une phase importante pour maintenir l'équilibre naturel de l'eau dans la nature et pour garder le 0,5 que j'ai dit mon introduction. C'est-à-dire le Dieu nous a dit qu'il y a l'équilibre, il faut le suivre, il faut le respecter. Mais c'est nous qui avons créé ce changement climatique, ce déséquilibre. Donc c'est à nous il faut s'adapter. Régler la situation. Bien régler ou bien s'adapter. Donc, on reste dans le domaine agricole. Nous savons que Jorf Turba a été utilisé justement ces dernières années uniquement pour l'irrigation, surtout après l'instauration du projet de Boussir, justement. Donc, quel en est encore vu, et il a été, je pense, rempli à 100% cette fois-ci. À 100%. Donc, il pourra tenir encore quelques années. Quel serait l'impact sur l'agriculture, justement, dans la région par rapport à ça? Le barrage a toujours joué elle joue un rôle vital pour la région de Béchar. Et c'était en premier lieu, c'était une vocation agricole. L'inauguration de ce barrage en 1969 par l'ancien président Walid Moudallah Rahmou, c'était pour l'irrigation. Et c'était à l'époque le plus grand barrage à l'échelle nationale. Et maintenant, il est le 5e. Oui. C'est-à-dire avec le barrage de Barhano, il est classé même maintenant, il est parmi les grands barrages pour l'Algérie. Exactement. Donc, mais à l'époque, c'était le premier quand même. Oui, sa capacité, elle arrive jusqu'à 350 millions de mètres cubes. Et elle joue un rôle vital. C'est-à-dire, le barrage, il faut le considérer comme il faut l'entretenir. Non, il faut le considérer comme un patrimoine naturel qu'il faut le sauvegarder. Ah oui. Oui. Il faut le classer comme une zone humide parce qu'il y a des oiseaux qui. C'est ce que j'allais dire justement. Tout à fait. Elle joue un rôle vital, tout simplement. Donc il faut Pour les oiseaux migrants, il y en a même qui se sont installés. On a même créé un environnement propice justement à des oiseaux rares, à des animaux rares, et qu'il faut cultiver justement, et surveiller et classer comme patrimoine national aussi. Très bien. Et par rapport à ça, il a une autre fonction. Par rapport à cette fonction environnementale, cette fonction écologique, il a une fonction d'équilibre. C'est-à-dire qu'il va contrôler les écoulements. Ah oui. Il va contrôler les écoulements. Si le barrage de Jorf n'existe pas, avec les dernières précipitations, ça va faire des risques énormes sur la ville de la Badla, sur les terrains qui le rejoindre sur le cheminement. Aussi, le barrage, il faut une attention particulière par les techniciens, parce que généralement, il y a des problèmes techniques, des problèmes... il faut renforcer l'entretien, il faut renforcer la surveillance parce qu'elle est vieille, parce que 40 ans, cet ouvrage hydraulique, il faut maintenir, renforcer la surveillance, l'auscultation, tout ça, parce qu'il est type de poids. Donc il mérite une attention particulière, tout à fait. Maintenant, si on parle du rôle de l'université justement dans ce domaine hydraulique ou environnemental de manière générale, quelles en est des formations qui sont justement au niveau de l'université et qui pourraient apporter un plus à ce sujet? Nous avons une armade de mémoires, de thèses de doctorat, de master sur le barrage, sur les eaux souterraines, à l'époque, avant d'entamer, de réintégrer à l'université, j'étais le directeur de l'Agence nationale des ressources hydrauliques. Et on a fait une couverture générale sur tout ce qui se trouve sur le territoire de Béchar et Tindouf, même Tindouf et la Saoura. On a fait un travail impeccable qu'il faut l'investir maintenant. Et justement, c'est ça ce qui est malheureux, c'est qu'il y a pas mal d'études universitaires, de thèses justement, qui apportent un plus et des solutions, mais qui sont malheureusement délaissées ou peu entendues, on va dire. Quelle serait la manière, c'est-à-dire de faire valoriser ces traitements, surtout avec la création des start-up dernièrement dans la politique du président, et puis comment incarner et faire participer l'université dans le domaine de la vie réelle, comme ça, on pourrait avoir des solutions sur terrain justement.
l'université de Béchar, moi je parle au nom de la faculté de technologie, la faculté de SNV, nous avons des productions scientifiques qui aident à résoudre les problèmes des inondations, les problèmes pour satisfaire l'alimentation eau potable. Le problème que se pose, il y a une faille, il y a un clivage entre le secteur économique, mais l'université a changé sa vision. C'est nous on va aller vers les sociétés pour dire on est là pour aider, mais toujours le mécanisme ne travaille pas correctement. Mais avec le temps, on va y arriver à ça. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère, mais surtout avec le système d'incubation. Pourquoi pas prendre des étudiants qui seront prêts à s'investir dans ce domaine et créer des entreprises qui pourraient apporter un plus et aider justement dans le domaine hydraulique de manière générale. Et pour contribuer au développement de notre territoire et de notre région. Tout à fait. Je vous remercie, Monsieur Touhami, pour toutes ces précisions. Donc, vous étiez avec moi, Monsieur Merzougui Touhami, enseignant de l'université de Béchar, pour parler de tout ce qu'on a discuté, débattu par rapport à la bonne gestion des ressources hydriques. J'arrive à la fin de cette édition. Je suis ravie et j'espère vous retrouver jeudi prochain à la même heure et au même moment de 8h à 9h30 comme chaque fois. Alors, je vous laisse vous reposer avec cette chanson et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah. Au revoir. مالي مالي ولا هايمة وهمة ولا هايمة ويمسي مالي 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 ولا هايمة وهمة ولا هايمة هم ومالي مالي مالي ولا هايمة وهمة ولا هايمة ويمسي مالي 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 ولا هايمة وهمة ولا هايمة مالي 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 ولا هايمة وهمة ولا نبدا بصلاة الهادي محمد ذكر عزيز في قلبي يا حطة نبدا بصلاة الهادي محمد ذكر عزيز في قلبي يا حطة نبدا بصلاة الهادي محمد ذكر عزيز في قلبي يا حطة نبدا بصلاة الهادي محمد ذكر عزيز في قلبي يا حطة نبدا بصلاة الهادي محمد ذكر عزيز في قلبي يا حطة نبدا بصلاة الهادي محمد ذكر عزيز في قلبي يا حطة نبدا بصلاة الهادي محمد ذكر عزيز في قلبي يا حطة نبدا بصلاة الهادي محمد ذكر عزيز في قلبي يا حطة طار شابع العبادي واللي زار ما يخاف ينجاب صهلا طاهر شافع العبادي واللي زار ما يخاف ينزل صهد النار طاهر شافع العبادي واللي زار ما يخاف ينزل صهد النار طاهر شافع العبادي واللي زار ما يخاف ينزل صهد النار طاهر شافع العبادي واللي زار ما يخاف ينزل صهد النار طاهر شافع العبادي واللي زار ما يخاف ينزل صهد النار